Bien le bonjour, ou plutôt devrais-je dire bon matin, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, bon réveil de sieste. Bienvenue à la prescription avec votre docteur bien-aimé, Fredo Lambert. Tout d'abord, merci à tous les gens qui suivent l'émission. Ça augmente à chaque semaine et c'est très gentil de votre part. Et même les commentaires augmentent sur les pages iTunes, sur la page Spotify. Vous pouvez continuer à mettre vos appréciations. C'est extrêmement apprécié. Ou encore nous suivre sur Facebook dans lequel vous pouvez avoir des images, des images de nos invités, savoir à quel point ils sont aussi beaux qu'intéressants. Sur un autre ordre d'idées, j'ai un album qui sort très bientôt, en novembre, qui est consacré à Philippe Glass, volume 2. Je vous en parlerai très bientôt. Et sinon, aussi, je vous encourage à aller sur le site du Quatuor Molinari, dans lequel vous pouvez voir tous les concerts que je fais au cours des prochaines semaines, ou encore le site de l'Orchestre symphonique de Laval, dans lequel aussi je participe à toute la saison. Bref, beaucoup de concerts qui s'annoncent. Aujourd'hui, une invitée que j'étais extrêmement heureux de finalement rencontrer, encore une de ces nombreuses personnes avec qui j'ai communiqué durant cette magnifique pandémie. Et enfin, on se rencontrait en chair et en os pour une solide discussion sur un paquet de sujets allant à la performance de scène, à le rapport de l'alcool dans nos vies. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Et cette personne, c'est nul autre que l'humoriste Magali Saint-Vincent. Magali Saint-Vincent est une humoriste double diplômée de l'École supérieure de théâtre du Collège Lionel Groulx et de l'École nationale de l'humour. En citation, « Esti que t'es conne, c'est la plus belle chose qu'on puisse lui dire. » Après avoir exercé le métier de comédienne pendant 7 ans, la pandémie l'amène à partager des blagues sur TikTok qui connaissent un grand succès, ce qui réveille pour de bon son essence humoristique. Elle effectue alors un coming out en tant qu'humoriste. Sa polyvalence, notamment exprimée par ses nombreuses expériences en jeu, en improvisation et en stand-up, est son plus grand atout. Son but, faire rire tout en exprimant des idées percutantes. Elle anime les soirées stand-up au Délire et Délices de Chambly et est chroniqueuse aux soirées stand-up de l'Île Noire à Montréal. Voici ma conversation avec Magali Saint-Vincent. Parfait. Sous contrôle. Donc, santé. Santé, enchantée. Je suis super contente. Santé, enchanté. Je suis très, très contente. Peut-être une mise en contexte. Oui. Pour les auditeurs, nous, ça fait peut-être pandémie. Je pense que ça fait 3 ans qu'on s'écrit des fois, une fois de temps en temps. Hey, Ouais. T'as-tu vu Show d'humour? T'as-tu vu telle affaire? Aussi, je t'écris sur un paquet de trucs que je voulais avoir de tes conseils qu'on parlera plus tard. On parlera pas ça tout de suite. Mais puis finalement, on s'est jamais rencontrés encore. Non? Donc, aujourd'hui, enchanté. C'est vrai que là, je voulais te révéler que je t'ai vu sur scène. Mais je t'ai pas écrit, je voulais garder ça pour ici. Mais voyons donc. Ouais, j'avais réussi à venir voir la tournée de l'école. Où ça? L'École nationale. C'était une maison de la culture. À Mercier. Merci. C'est Merci. ça. Hey, mon Dieu, c'était dans nos premiers shows. En plus, ça a déjà bougé un peu. Oui, je sais. Puis moi, j'avais des amis qui avaient vu ailleurs. Je pense Plateau Montréal. Après, vous avez, tu sais, en tout cas, c'était une espèce de rodage. Puis je t'avais trouvé super bonne. J'ai fait, OK. Puis c'est intéressant parce que on pourrait faire un petit background de ton histoire parce que la scène, c'est pas nouveau non plus. Non, c'est ça. La scène, c'est pas nouveau. L'humour, c'est nouveau. L'humour, c'est nouveau. Mais Ouais. parlons avant l'humour. Toi, t'étais en art dramatique avant. Ouais, c'est ça. En fait, moi, à 17 ans, je suis rentrée à Lionel Groulx en interprétation théâtrale. OK. Fait que j'ai fait une école de théâtre en sortant du secondaire et un cégep et une grève étudiante. Ah ouais, c'est en même temps. Oui, exactement, tout en même temps. J'ai adoré Ah oui, ça. donc c'est vrai, t'étais pendant ce temps-là. Ouais. Moi, j'ai eu 18 ans en 2012, là. Fait que, C'est ça.
Ouais. Ah, boy, ça me brassait. ouais, ça m'a politisé rapidement dans la vie. Pour vrai, c'était tellement cool à vivre, là. C'était terrible et merveilleux à la fois, là. Mais tous ces événements-là, oui, c'était terrible, mais c'est comme la pandémie, c'était terrible. Mais moi, j'ai quand même une mini nostalgie de la pandémie. Je ne sais pas de chacun, là. Moi, j'ai quand même été content de passer du temps en famille, tout ça. Puis découvrir d'autres choses. Toi aussi, c'était une autre chose, d'autres révélations pour toi, la pandémie. Bon, c'est ça. Donc, ces événements-là, ça brasse des bonnes... Souvent, pas souvent, quelquefois, ça brasse des bonnes idées. Mais en tout cas, pour venir, donc, toi, t'as été là-dedans, tu pars à Lionel Groux. Mais avant ça, t'avais-tu déjà fait un peu de théâtre par toi-même? Ou j'ai fait tout mon secondaire en théâtre. OK, c'était option théâtre. Ouais. Quel coin encore? T'es d'où? De Terrebonne. Fait que j'ai fait j'ai fait concentration art dramatique à Armand-Corbeil, qui était quand même un programme exigeant là pour du secondaire là, c'était public là, mais on avait vraiment beaucoup de cours d'art dramatique, tu sais, on avait comme une espèce de rigueur à maintenir si on voulait rester dans le programme, puis parce qu'il y avait énormément de théâtre là, autant de la production aussi que de l'interprétation. Je connais même pas mais moi je viens de Joliette, mais il y avait à mon école secondaire, il y avait une pas pire option théâtre, qui était une école publique aussi, mais tu sais, Terrebonne, c'est pas si loin que ça, mais je sais que c'est tellement gros maintenant, Terrebonne, il y a plein de trucs là que tu peux développer, même en musique, et tout ça, mais donc t'es parti là-dedans. Toi, est-ce que tout ça venait un peu... T'as une famille artistique? C'est encouragé ou c'est juste toi, tu regardais des films quand t'étais petite tu disais, moi, j'ai envie de faire ça? C'est vraiment flou dans ma tête. Ouais, c'est vraiment, vraiment flou. Mes parents, ma mère est quand même assez artistique. Elle fait pas ça dans la vie. Elle est secrétaire. Elle a été secrétaire toute sa vie, mais elle a toujours peint énormément. Elle a toujours, c'est une femme très, très, crafty, là, si je peux me permettre le mot en anglais, là, mais tu sais, moi, je rentrais, mettons, dîner le midi, puis là, elle avait décidé qu'elle avait repeinturé en avant-midi la cuisine, tu sais. C'est vraiment une femme de projet artistique. Il y avait tout le temps comme une toile de sortie chez nous, un chevalet. Fait que j'ai pas une famille qui a vécu de l'art, mais j'ai quand même une famille où il y avait beaucoup d'art. Une certaine sensibilité, définitivement. Oui, définitivement. Ma mère aussi, elle a une appréciation comme sans borne des artistes en général, là. Vraiment tous les artistes, là. Elle a vraiment une espèce de fascination avec le métier artistique. Fait que j'ai jamais été gênée de dire, tu sais, je pense que c'est ça que je veux faire dans la vie. Après ça, le choix d'aller en art dramatique au secondaire, il est extrêmement flou pour moi. Je sais pas trop pourquoi je suis allée là. Ben, des fois, ça dépend de l'école. T'as le choix entre volleyball. Ouais, ben, c'est ça. L'harmonie ou ben, théâtre, ça, ben, je vais prendre théâtre. Ouais, puis je pense que j'avais vraiment envie de rencontrer d'autres gens. Puis mon école de bassin, tu sais, au primaire, là, t'as comme une école attitrée secondaire. C'était l'école du Coteau en musique. Ah, OK. Puis super belle école de musique, mais je pense que j'avais envie de me faire d'autres amis, puis j'avais énormément de gens. On était tous très emo et punk à 12 ans. Fait que toutes mes amies en musique. Puis moi, j'étais comme, hey, je sais pas si je veux rester dans cette gang-là. Tu joues-tu la musique? Non. OK, même je pas chante un peu. Ben, tu chantes, mais t'as pas vraiment eu le choix avec le théâtre, ils vous font chanter, puis même les cours de claquettes, puis tout ça. Ah ouais. Ça me ferait qu'on parle de ça. Oui, aussi claquettes. Mais c'est pas mauvais, claquettes, hein? Moi, je comprends l'idée de ça. Oui, c'est juste que... Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça après l'ultime claquette en soi? Non. C'est ça, je le comprends amplement. 1 an, c'est peut-être beaucoup. Oh, OK, je pensais que c'était rien qu'un semestre. Non, okay. c'est ça, c'est 1 an. C'est beaucoup, c'est long. T'as encore tes souliers? J'ai encore mes souliers. Si jamais il y a quelqu'un qui commence une école de théâtre qui veut des souliers pas chers. Ressors-les. Ça va venir sur scène, une joke. Il y a F Côté qui a un numéro de claquette dans son One Woman Show, hein. OK. Fait que je veux pas la copier. C'est excellent. Ah ouais? C'est un excellent number. Il rentre bien? Oui, vraiment. Okay. Fait que je lui laisse l'art de la claquette. Ah, ouais. Ça l'avait pas fait, par contre, j'ai dit, saute là-dessus, il me semble. Mais c'est vrai, c'est rythmé, tu peux faire quelque chose avec ça, tu peux puncher des blagues, en tout cas, je sais pas, j'ai pas vu F Côté, j'irai voir ça. C'est un excellent spectacle, mais bref, c'est ça, j'ai fait mon secondaire en théâtre, puis après ça, j'ai vraiment eu la piqûre, j'étais vraiment extrêmement curieuse du milieu, j'ai eu des enseignantes aussi qui m'ont tellement appris, j'avais vraiment un programme très
diversifié là, au secondaire. Tu sais, on allait à chaque année au FTA, Festival Transamérique. Quand même, OK, vous amenez là. Ouais, en résidence, 4 jours, hébergés dans les résidences de l'UQAM. On avait comme des workshops avec genre Fred Gravel, puis genre, tu sais, c'était, puis Wajdi, puis tu sais, des affaires comme incroyables. Okay. C'était très facile pour moi d'aimer ça, tu sais. On dirait qu'on me l'a comme montré pour que j'adore ça. J'ai fait mes auditions avec mon chum de l'époque, mon premier chum. On a fait nos auditions. Une scène à deux? Une scène à deux. Non. Y a-tu été pris? Il a été pris. OK. Il est pas resté à l'école. Ah. Il a fait l'école de l'humour, puis il est humoriste à cette heure aussi. Ouais? Oui. Vous croisez? C'est qui? On se croise. C'est qui ce vieux chum? Je vais pas le dire. Pourquoi? Pourquoi tu dis pas, tu sors plus avec? Ben, c'est Charles-Antoine Desgranges, en fait. OK, bon. Salut, Charles. Allô, Charles-Antoine. OK. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on a quand même... Mais vous êtes pas de la même... Vous avez pas fait l'école de l'humour en même temps? Non, on n'a OK, pas OK. fait... Moi, il a fait l'école de l'humour pendant que je faisais mon école de théâtre, en fait. OK, je comprends. Ouais. Puis là, OK, c'était ça la rupture. Puis... C'est ça, on s'est laissé avant à l'école de théâtre. Pour vrai? Ouais. OK. Puis là, je comprends pourquoi après tu dis, je vais aller à l'école de l'humour montrer que je suis meilleur que lui. Hey, pour vrai, il est tellement meilleur que moi. Ah, OK. Tu vois, j'avais pas tort. C'est ça. Là, c'est une revanche. Oui, c'est ça, exact. J'essaie tranquillement de me venger. Ouais, c'est ça. Oui. C'est super bon pour la santé mentale. C'est super simple, de pour vrai. changer de carrière Oui. en entier. Oui, c'est ma villain origin story. Mais non, c'est ça, tu sais. Mais honnêtement, tu sais, là, on parle de Charles-Antoine, mais on est vraiment un bassin aussi qui est issu de ce programme de secondaire-là, à avoir soit joué, soit fait de l'humour. Tu sais, il y a beaucoup de gens que je croise encore de ce milieu-là. Mais toi, t'as-tu eu l'espèce de bénédiction, là, t'as fait de l'impro, puis là, c'est là que t'as compris que ça allait se passer. Puis c'est la plupart du humoristes, c'est ça. Et quand ils parlent de l'impro, ils ont les yeux, là, tout vitreux, là, sont système hypnotisant. C'est comme c'était important, c'était révélateur sur leur personne, sur leur talent de réfléchir vite, en tout cas, ça a l'air important. Toi, tu es une fille d'impro? Je suis définitivement une fille d'impro. J'ai commencé à en faire quand j'avais 12 ans. Puis après ça, tu sais, j'en ai fait à chaque semaine depuis que j'ai 12 ans. En fait, l'affaire, par contre, c'est que je suis pas attachée émotivement à l'impro comme certaines personnes parce que j'en ai pas fait au collégial. J'avais pas le temps vu que j'étais à l'école de théâtre. Fait que tu sais, j'ai pas fait les ligues universitaires, les ligues collégiales qui fait en sorte que tout le monde se connaît donc bien. Là, moi, j'ai comme continué à en faire dans les bars l'été, en marge de mon école. Comme Arnaud Soli. Écoute, lui, je pense qu'il avait choisi son cégep en fonction de l'école d'impro, là. De la ligue d'impro. Parce qu'il voulait une bonne équipe. Puis c'était plus important que les cours, là. Ben, c'est vraiment ça, parce que, mettons, moi, quand il y a des coachs d'impro collégial qui m'avaient approché en me disant si jamais t'es coupé de Lionel Groulx, parce qu'il y a des coupures à la fin de la première année, là, à Lionel Groulx, à l'école de théâtre. C'est comme ça que ça marche? Ouais, exact. Il m'avait dit, tu sais, viens faire de l'impro, tu sais, puis je serais allée au cégep pour l'impro, là, rendu là, c'était vraiment ça le plan. Wow. Mais finalement, j'ai pas été coupée. Fait que j'ai pas fait d'impro collégial, mais c'est ça, je suis comme moins attachée peut-être émotivement à l'impro. Par contre, tu sais, ça fait quand même 17 ans que j'en fais, puis j'ai 29, là. Fait que c'est quand même une grosse partie de ma vie. Ben oui, quand même. C'est probablement ma plus longue relation, en fait, dans ma vie. Puis j'en ai toujours fait quand j'étais comédienne, puis quand j'étais même jeune, là, quand j'ai commencé à en faire, je voyais vraiment ça comme un gym d'acteurs. Je me prenais pas pour un 7-Up flat non plus, là, faut savoir. Ouais. J'avais comme 12 ans, puis j'étais genre, ça va être mon gym d'acteurs. Mais j'allais vraiment, c'est vrai, j'ai vraiment fait ça pour ça, en me disant, ça va me permettre d'écrire, tu sais, parce que c'est quand même l'écriture, là, l'impro. Je me disais, ça va me permettre d'écrire, ça va me permettre de lâcher mon fou. C'était aussi social, là, évidemment, ça m'aidait énormément. Puis de tester des choses, tu testes. Ouais. J'étais extrêmement drôle en impro, tu sais, mais on dirait que je m'assumais pas dans cette drôlerie-là. C'était comme si c'était pas légitime, si je voulais comme professionnellement être drôle, je sais pas. Ouais. Puis je suis restée avec cette préconception-là vraiment longtemps parce que ça fait pas longtemps là, que je fais de l'humour puis que j'ai assumé que j'étais humoriste. Là. Parce que quand t'as décidé de faire le programme de théâtre, là, mais là, c'est justement, là, t'apprends pas à être drôle. Ben oui, tu peux apprendre à être drôle, mais t'apprends des grosses scènes, t'apprends du texte, c'est tout un métier qui est différent, là. Ouais, puis moi, quand je tombe dans la marmite, je suis comme, je veux voir toutes les théories, je veux lire toutes sur toutes. Fait que, tu sais, je suis tombée dans théâtre grec, je suis tombée dans, tu sais, on avait
c'est ça, on a tellement été supportés à cette école-là, mais tu sais, toute tragédie, tu sais, la littérature de la tragédie, mettons, nous autres, on se l'est fait apprendre par Catherine Bégin, Catherine Bégin, mais tu sais, c'est facile d'aimer ça, là, quand c'est Catherine, là, qui te plonge là-dedans, tu sais, puis moi, j'ai comme 18 ans, je bois les paroles de tout le monde, fait que je suis vraiment rentrée dans l'espèce de marmite de théâtre, là, tu sais. Mais t'as aimé ça aussi? J'ai vraiment aimé ça à l'école. Ouais. J'ai aimé ça à l'école. C'est bien dit, ça. J'ai adoré l'école de théâtre. Puis quand on sort de là, ouais, quand on tu vas au sort. Katsu, tu fais tes scènes, puis là, il faut que tu trouves de la job. Exactement. Puis là, ça, c'est plus difficile. Je pense que j'étais moins équipée aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'avais 21, j'avais rien vécu. Ah, mon Dieu, 21, mais c'est tellement jeune, c'est ça. Mais t'as pas sauté une année? T'as sauté une année? Non, j'ai pas sauté d'année. J'aurais pu, en plus, mais c'est 3 ans. C'est 4 ans. C'est 4. Fait que de 17 à 21, j'étais à l'école de théâtre, mais tu sais, c'est quand même des âges très formateurs, là, dans la vie, là, 17 à 21 ans, là, tu sais. Puis moi, je voulais absolument pas faire un deck entre le secondaire puis le cégep. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête. Directement, là. Ouais, ben en fait, je sais pourquoi, là. C'est parce que j'avais lu des affaires sur Jean Cocteau qui formait les élèves de son école dès 14 ans pour pas qu'ils prennent de mauvais plis. Puis moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Fait que j'essayais de me créer la même affaire, mais au Québec. Fait que je me disais le plus tôt, le mieux. Mais je suis sortie de l'école de théâtre puis je me suis rendu compte que j'étais pas équipée pour la vie, là, tu sais. J'avais rien vécu tant que ça. Ça a été quand même tough, là. C'est vraiment une bulle, l'école de théâtre, en plus. Fait que... Ouais, puis là, tu sors du théâtre. Ben, je veux dire, de l'école, t'as 21 ans. Puis, ben, c'est large. T'es une fille. Mm-hmm. Donc, t'as un casting. Tu sais, tu peux pas faire 1000 affaires. Non. Tu peux pas... Les rôles sont limités à des choses jeunesse, je présume, ou des affaires de même. J'ai fait beaucoup de jeunesse, en effet. Puis j'aime ça, tu sais, j'ai aimé ça, le jeunesse. J'adore le théâtre jeunesse. J'ai fait du théâtre familial aussi, tu sais, c'est vraiment le fun c'était du théâtre gratuit dans les parcs, tu sais. Je voyais vraiment la mission puis la raison pour laquelle on faisait ça. Puis ça, j'ai vraiment adoré. Ah, tu fais de la télé un peu? Pas tant que ça. J'en ai pas tant fait que ça. J'en ai quasiment plus fait depuis que j'étais à l'école de l'humour, tu sais. J'ai eu quasiment plus de contrats. Mais j'en ai pas fait beaucoup, non. J'ai même pas fait tant de pub que ça non plus. OK. Toi, c'était théâtre, là. C'était vraiment théâtre. Ce qui est un peu triste parce que c'est vraiment pas payant. Donc, c'est vraiment pas payant, mais c'est tellement le fun. Oui. Puis, moi, l'affaire, c'est que je me rends compte que le trip de gang, c'est ce que j'aimais le plus, tu sais. Puis ce que j'aime le plus du théâtre, c'est les répètes. Les répètes, ouais. C'est les répétitions. C'est le 9 à midi dans un local à essayer de trouver la solution à telle affaire puis se rendre compte que cette réplique-là, faut la dire. C'est ça que j'aime, c'est la recherche du truc. La représentation du théâtre après, c'est plaisant, c'est l'accomplissement, c'est le montrer à nos gens, tu sais, c'est de la validation, c'est plein d'affaires, c'est un horaire aussi qui est comme un peu, tu sais, dans la frénésie, là, c'est le soir et tout, mais il y a comme quelque chose, puis c'est vraiment au théâtre, là, tu sais, que, je sais pas, c'est un art que, malheureusement, c'est peut-être moi qui n'ai pas les outils aussi, mais quand je suis au théâtre, je suis pas capable de me réinventer comme je voudrais sur scène, tu sais. Ben, c'est pas tes textes. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas toi, mais tu joues. Ben, tu joues. C'est ça. T'es en train de jouer la pièce de quelqu'un d'autre. C'est certain qu'il y a une limite créative dans laquelle il y a un jeu quand même dans lequel tu peux essayer de faire ta signature, mais c'est pas si large que ça. Non, puis je pense que je suis comme bonne élève en général dans la vie. Fait que, tu sais, s'il y a un metteur en scène qui m'a dit c'est ça la note, ben moi, je vais vouloir faire ça, tu sais. Je serai pas là, l'actrice qui va être... Non, ça sera pas moi, ça. Pas au théâtre, en tout cas. En humour, je pense que c'est un peu différent. Je suis en train de le découvrir, ça, justement, mais c'est ça. Au théâtre, puis c'est la raison pour laquelle j'ai changé de travail en partie. Il y avait pas assez d'agentivité pour moi. J'avais pas assez le contrôle sur ce que je faisais. Ouais, sur le contenu. Puis, tu sais, c'est ça qui est dommage aussi, c'est que moi, je pense que j'étais bonne, mais tu sais, j'étais pas particulièrement bonne non plus comme actrice. À cet âge-là, je parle à la sortie de l'école. Ce qui a fait en sorte qu'on m'a donné des rôles pas super pertinents, je trouve, où il fallait que je me
fasse croire que le système de valeurs du personnage me parlait, tu sais. Puis à un moment donné, c'est sûr que ça devient un peu long faire ça, là, tu sais, quand on commence à me donner des rôles de genre guide touristique qui tombe en amour avec des fantômes du passé de 16 ans, puis que c'est tout le temps un peu genre une girouette amoureuse. Quand c'est ta 16e, là, ça commence à être un peu long. Donc, c'était ça ton casting, c'était ça. Ouais, c'était un peu la Girouette fille. amoureuse, Ouais. un peu gaffeuse. Ouais, exactement. Okay. Alors que, tu sais, moi, j'aurais voulu jouer vraiment autre chose. Qu'est-ce que t'as voulu jouer? Ben, je pense que je voulais jouer très dramatique. Tu sais, j'aurais voulu faire du gros théâtre, là. Tu sais, moi, j'aurais voulu faire comme... Tu sais, j'avais vu, mettons... Puis j'étais même pas à l'école de théâtre dans ce temps-là, mais tu sais, j'avais vu la Andromaque de Serge Denoncourt, mettons, à l'Espace Go, tu sais, puis j'étais comme, c'est ça que je veux faire, tu sais. C'était à ce niveau-là, là. Moi, j'étais comme... Mais semble c'est ça, c'est de là-dedans que je serais bonne. Je suis supposée être sur les planches, là. Puis... Ouais, exact, tu sais. Mais c'est pas arrivé. J'ai fait du théâtre ado, puis c'est là-dedans que j'étais le meilleur en plus parce que c'était hyper punché. C'est hyper punché, et puis c'est du théâtre de réaction. C'est parce que tu veux, faut que t'ailles chercher les ados, faut que faut que t'es gardes jusqu'à la fin, puis les enfants aussi, alors que du théâtre d'adulte, Andromaque ou autre pièce, c'est comme limite le contraire, tu sais. Faut que tu laisses tranquille le public qui absorbe les mots, puis c'est toute une relation tellement différente. Ça explique aussi, tu sais, quand tu te retrouves après avec l'humour, tu te retrouves avec des grands ados là dans la salle, c'est un peu ça. Ouais. Tu sais. Oui, puis c'est vraiment, tu vas chercher le monde, tu sais, puis je pense c'est vrai ce que tu dis. Je pense que honnêtement la première brèche au palais, je pense que je suis vraiment comique. C'est dans le fameux spectacle pour ados que j'ai fait qui s'appelait Philadelphia High School. J'étais vraiment à ma place dans ce projet-là parce que j'avais l'impression d'aller chercher les ados un par physique? Le rire. C'était-tu un rôle physique? C'était un rôle comme physique. C'était pas un rôle qui demandait une certaine physicalité, mais c'était quand même un rôle qui était physique parce qu'il fallait que je me rajeunisse, parce qu'il fallait que je jouais, Tu joues pas ton âge. Non, puis je jouais une fille très volontaire. Fait que il fallait que j'ai un espèce de tonus de plus que les autres pour avoir l'air tout le temps comme bien prête à... C'était un merveilleux rôle, là. C'est Jonathan Caron, mon meilleur ami, qui est un dramaturge aussi, qui écrit extrêmement bien, qui avait écrit ce rôle-là puis qui me l'a fait jouer. Puis c'était incroyable, mais ça a été 130 heures de répète avec 10 autres acteurs amis où on a toutes changé réplique parce qu'on était comme ça, c'est drôle. Joe, il était tellement game qu'on change ses textes. On est arrivé à Denise Pelletier puis on avait juste envie de tout péter, là, tu sais. Puis... Mais t'avais mis la main à la pâte au texte, donc t'avais un côté créatif aussi. Oui, puis on l'avait tous mis, hein, tu sais, on s'était vraiment tous posé des questions puis c'était vraiment pertinent, Joe était à la bonne place entre non, ça, j'y tiens, puis hey, si vous le filez plus de même, on le fait comme ça, puis c'était vraiment, vraiment un beau projet. C'est pas la majorité des metteurs en scène et, tu sais, c'est pas tout, ça arrive pas tout le temps comme ça, quelqu'un qui est partant qu'on mette les doigts dans le texte, là. Ça arrive en effet. Pas souvent. Mais avec Joe, il avait juste engagé de ses amis, tu sais, fait que là, c'était juste bienveillant, tu sais, quand on lui disait quelque chose, c'était juste pour qu'on ait le plus de plaisir possible. Puis je pense que les ados ont eu énormément de plaisir avec ce projet-là, mais moi, ce que je me souviens de ce projet-là, pour moi, c'était c'est le fun faire rire le monde, tu sais. OK. C'est peut-être la première brèche qu'il y a eu à l'intérieur de moi. Les premières vagues de mots, là, tu punches une réplique, puis là, que tu sens la petite vague de rire là, que tu reçois dans le visage, puis tu dis « wow ». Ouais, moi, ce qui me buzz encore plus que le rire, c'est le silence minuscule entre la fin du punch puis le rire. C'est un espace précieux, parce que toi, en plus, tu as le micro, tu es en train de le dire, et c'est pour cette raison que là, tu le sais que dans 2 mots, ça va éclater. Ouais, ça là. En tout cas, tu t'espères que ça va éclater. Ouais. Mais dans 2 mots, puis là, quand t'es drop, là, ouais. Ça là, j'aime ça là. Vraiment. C'est tellement satisfaisant là. Puis au théâtre, ça me faisait ça, tu sais. Ouais, ben parce que tu savais où est-ce que ça s'en allait. Mine de rien, à force de répéter le show, tu savais les moments où est-ce que ça marchait plus que d'autres fois. Puis des fois, mais en même temps, c'est imprévisible. Des fois, tu sais pas qui est dans la salle. Des fois, ça marchait juste pas. T'sais. Oui, ça arrive aussi. Ouais. Mais donc, ça t'a donné le goût de sniffer ta première ligne de rire d'un public. Puis là, t'es devenue dépendante à ça comme ben du monde. Oui. Et tu dis que c'est pendant la pandémie qu'il y a eu toute cette idée-là, transformation d'aller étudier. C'était juste avant, non?
Je suis comme mélangé un peu. Ben, il y a eu, c'est ça, il y a eu le pré-pandémie où je faisais une couple de petits spectacles. OK, c'est ça, tu continues. Oui. Ça, OK, oui, je me rappelle, parce qu'après, t'avais fait... Je m'inscris, je vais à l'école. Ben, c'est ça. En fait, j'ai comme été comédienne, et là, à un moment donné, ben, j'ai arrêté de boire 2 mois avant la pandémie aussi. Oui, ça, c'est quand même... C'est un gros sujet qu'on va discuter bientôt. C'est un gros sujet dont on va en jaser, mais ça a fait en sorte que j'ai changé plein de choses dans ma vie. Puis, il est arrivé une espèce de clairvoyance, puis je me suis partie parce que vraiment, je m'ennuyais. Je me suis partie un TikTok sur lequel je lisais des commentaires désobligeants que les gens laissaient dans des espèces de nouvelles dont on se crisse. de monde de stars, puis en vedette. C'était comme Julie Ringuette à 33 semaines de grossesse porte une robe en cuir, puis là, Manon en dessous est genre le cuir pour la grossesse, c'est dégueulasse. Puis là, je lisais ça, puis ça a comme bien marché sur TikTok. Ouais. Puis ça me rendait surtout heureuse de faire quelque chose, d'avoir comme une immédiateté quand même dans la réaction. Ouais. Puis je me souviens que c'est pendant un match des Canadiens dans les séries, parce que souvenons-nous qu'il y avait du hockey l'été, c'était la Belgique. Ouais. C'était le fun. Mes amis m'ont fait une espèce d'intervention de « t'as vraiment l'air bien quand tu fais rire le monde ». Puis ça m'a vraiment choquée, parce que c'est pas des filles qui sont dans le milieu. En plus, ces filles-là, c'est comme des amies, c'est mes meilleures amies, mais elles travaillent pas. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des civils. Oui, c'est ça, ce sont des moldus. Alors, elles m'ont dit ça, puis ça m'est vraiment rentré dedans. Je me suis dit, ben coudonc, je vais faire un cours du soir, voir si j'aime vraiment ça. J'ai vraiment aimé ça. J'ai fait présentation de numéro à l'École nationale de l'humour. OK, tu peux faire un cours de soir pour voir un peu si tu as les aptitudes pour ça. Ben, il y a des cours récréatifs, en fait, à l'École de l'humour qui sont donnés le soir à tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire. Puis, il y a plusieurs sortes de cours. Moi, je l'ai fait. Il y a des gens qui font ces cours-là pour rentrer à l'école éventuellement puis se donner des outils. Il y en a d'autres que c'est parce que leur psy leur a dit de se trouver une activité. C'est vraiment hyper large. OK, c'est varié, là, les gens qui sont là. Oui, vraiment, vraiment. Il n'y a pas de prérequis. Non. C'est vraiment un cours, des cours récréatifs là, que l'école offre. Moi, j'ai fait ce cours-là, présentation de numéro. J'ai adoré ça. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est la... Mais qu'est-ce qu'on fait dans le cours de présentation de numéro? Tu apprends à monter un numéro? On a écrit 5 minutes de stand-up chaque. Okay. Ouais, on a écrit ça pendant la pandémie. En plus, j'avais énormément de temps, là. Fait que, tu sais, mon 5 minutes, je l'avais vraiment travaillé bien, là. Tu sais, on avait beaucoup de temps. Puis, c'est une session de cours récréatif où on a commencé 12 personnes. OK. Puis on a fini 4 parce que c'était en Zoom, c'était hyper difficile d'être motivé. OK, oui, c'est vrai, c'était en Zoom. C'est ça, tout ça est pandémique, là. Ouais. Fait qu'on a fini comme 4 à finir le cours. Une autre comédienne, Sarah Carrel, puis 2 gars qui s'essayaient pour l'École de l'humour aussi. Okay. Fait qu'on a comme travaillé les 4 ensemble. Là, j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment le fun d'écrire en petits groupes. J'ai commencé à trouver ça vraiment le fun de dire qu'est-ce que je voulais dire. Mais t'écrivais, je suis curieux, c'est ça, t'avais-tu ton laptop, puis là, tu t'écris, ou toi, t'as-tu une technique particulière? Moi, j'ouvre mon laptop, puis j'écris. OK. Très, très ça. Ben, c'est en train de changer un peu, là. Je dois... Tu vas écrire sur scène, là? Tu vas commencer à faire ça aussi? Ben, je l'ai fait récemment. J'avais comme une espèce de... J'étais bookée sur un show, fallait que je fasse 8 minutes, j'en ai fait 12 finalement. Fait qu'il y a comme un 4 minutes qui est apparu, là, tu sais. Mais ça, c'était pas du crowd work, là. T'étais sur une idée, puis là, tu développais, ouais, tu te laissais un peu de lousse, puis ça se passait. Ouais, exactement. J'ai comme surenchéri 4 minutes de temps sur des affaires. 4, quand même gros, 4. Ouais, ben là, ça a l'air vraiment, tu sais, ça aurait pu être vraiment pénible, mais ça a quand même bien marché. J'en parlerai pas, ça a mal marché. Sinon, c'est une prise d'otage. Hein? Non, mais ça risque de pas marcher aussi une fois, là, tu sais. Des fois, c'est déjà arrivé. On s'entend, là. Tu t'essayes de quoi, puis tu rallonges, mettons, un peu une idée, puis là, tu fais, oh non, puis comme tu fais un peu ma blague. Ouais, tu fais comme là, l'idée s'arrêtait là. Ouais, fallait que j'arrête. Ouais, exact. Mais je pense que je commence à renouer peut-être avec l'improvisatrice en moi, justement, puis de me faire confiance sur scène, puis de me dire que, tu sais, il y a peut-être une petite surenchère que j'ai pas prévue qui va apparaître. Donc, je suis en train de vérifier ça, mais la base, c'est vraiment, je m'assois avec mon laptop, puis j'écris. C'est ça, vraiment, tu te lèves le matin, puis tu dis, bon, on y va. Oui, exactement. T'épluches les nouvelles, tu checkes un peu, tu lis les journaux pour savoir... moi, je suis une fille de radio, là, fait que j'écoute vraiment beaucoup la radio. OK. Puis là, souvent, il y a quelque chose là-dedans. Souvent, ça part d'un angle ou comme d'une opinion que j'ai eue par rapport à
Qu'est-ce que t'écoutes comme radio? T'écoutes, mettons, différents postes ou... Ben là, c'est sûr que j'écoute beaucoup de podcasts, là. Ouais. Beaucoup de podcasts québécois d'humour, là, ça, évidemment. Évidemment. Mais sinon, là, moi, je passe comme, mettons, j'écoute Patrick Masbourian le matin, Mm-hmm. Pénélope. Après ça, je passe au 15-18, puis après ça, j'écoute l'heure du monde. Mon Tu sais, Dieu. j'écoute, je suis pluguée sur Radio-Canada, là. C'est vraiment quelque chose, là. Ouais. C'était un peu un problème, honnêtement, rendu là, parce que... Mais ça joue toujours dans la maison, non? Ouais. Ou dans mes oreilles. Ou dans tes oreilles. Ouais. Ça, je me demandais si c'était pas juste... Tu l'ouvrais Non. puis ça... Non, parce qu'à un moment donné... Non, en général, c'est dans mes oreilles, dans mes écouteurs, toute la journée. Oh my God. Ouais. Mais c'est ça, là, je suis un peu rendue à une place où il faut que j'apprivoise le silence. Non, mais fais un essai, une semaine, pas de radio, les journaux. Tu prends rien que les nouvelles par les journaux, tu lis, puis tu vois par la lecture si ça fait pas quelque chose d'autre. Ouais, ben là, je me suis inscrite au New Yorker, justement, la semaine Ok. passée pour comme essayer d'avoir d'autres angles, d'avoir d'autres Ah oui? nouvelles, tu sais. Là, l'affaire dans l'application du New Yorker, c'est que j'ai réalisé qu'il y avait aussi des podcasts Ben dans oui, les articles. j'allais Fait que là, dire, il est vraiment bon le podcast Oui. en plus. Là, je finis tout le temps par écouter quelque chose. Là, j'essaie de relire des trucs. Non, mais lire, tu sais, mettons, Ouais. parce que, effectivement, toi, t'écris sur ton laptop, donc si tu t'installes et que tu lis les articles, juste les faits, je suis sûr qu'il va y avoir un niveau de blague qui va être différent parce que apprendre des nouvelles par la radio, rien que parce que l'humain lit, je suis sûr que ça change un peu notre perception. T'sais. Puis c'est pas mauvais, je veux dire, j'aime la radio, c'est pas ça. Mais peut-être je sais pas, il me semble que ça doit être un classique, mais tu sais, c'est un peu old school quand même faire ça, là, de prendre les journaux puis les étaler. Puis c'est qui? C'est MC Gilles qui me disait ça, tu sais, lui, c'est toujours ça chaque matin, là, tu sais. Ouais. Il disait quoi? Il disait, Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir, de Gazette. Puis tous les matins, il y allait. Puis pour voir comment les gens disaient les choses autrement, Ouais. tout ça, les angles, les blagues, tu découvrais de même. C'est une technique. Là, Ben, c'est vraiment pertinent. Puis en fait, je comprends vraiment, je pense, moi, depuis que tu sais, là, je parle de radio, mais depuis que j'écris, tu sais, depuis que je suis humoriste, j'ai jamais autant lu aussi. Tu sais, j'étais déjà une grande lectrice, mais là, on dirait que vu que ça sort, faut que ça rentre, là, tu sais, aussi. Tu lis quoi, des livres, mettons, d'autres, des techniques, justement, d'écriture ou des trucs comme ça, ou simplement autre chose? Des fois, je me tape une petite théorie de quelque chose, là, tu sais. Okay. Là, récemment, j'ai lu Save the Cat, mettons, qui est comme un livre de scénarisation ou, tu sais, j'ai lu, évidemment, le Comedy Bible puis ces affaires-là. Tu lis Sick in the Head, là-tu lu ça? Non, je l'ai pas lu. Je te parle, il y en a 2, je pense. Okay. C'est fun. Ben, j'aime beaucoup les bios aussi d'humoristes, Oui. ou, tu sais, les récits d'humoristes. Là, je suis en train de lire celui de Tina Fey qu'elle a écrit il y a une couple d'années. Ouais. C'est ça. Ça rentre beaucoup, mais je suis très, très littérature québécoise. OK. Ouais, très littérature québécoise, Cool. poésie québécoise. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Dans la musique aussi, en général, je reste quasiment juste dans le québécois, là. OK. Je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi t'as pris le New Yorker, là? Ouais, là, ben ça, c'était vraiment une idée là, de Ouais. vouloir changer justement d'angle puis de vouloir changer un peu, de brasser la cage, là, un peu. Ça met ça. Quand on commence le New Yorker, c'est difficile d'arrêter. C'est quand même un bon média. Ouais, vraiment, c'est ça. Puis là, avec la loi C-18, c'est encore plus important, là, tu sais, de vraiment s'abonner aux affaires puis de les consommer. Ça, là, Ouais. ça, là. Non, mais c'est parce qu'il y a du monde, il y a beaucoup de gens, leur lecture de médiatique ou d'information se faisait sur Facebook. Ben oui, vraiment. Puis même, c'est quoi, il disait, la circulation, il disait que ça représentait comme une affaire comme 30-33% de la circulation des nouvelles. Parce que ça va avoir une incidence horrible sur les médias. Ils vont perdre encore pas des subventions, mais des gens qui finançaient. Tout ça va, ça, en tout cas. Je sais pas où est-ce que ça s'en va avec tout ça. Mais en même temps, c'est intéressant parce que toi, t'es un peu dans les deux. Tu sais, tu écoutes de la Radio-Canada, mais t'écoutes aussi des podcasts. Puis tu sais, les podcasts, c'est comme des trucs qui sont de plus en plus indépendants. C'est très indépendant. Tu sais, il y a vraiment une transformation médiatique en ce moment qu'on observe. Est-ce que ça va être pour le mieux? Je sais pas. Je sais pas. Je sais que, tu sais, quand je regarde mes amis se partir des podcasts qui fonctionnent, je suis tellement contente pour eux parce qu'ils gardent un peu, tu sais, la main sur le contenu, sur ce qu'ils veulent faire. Puis, ben, l'argent va directement dans leur poche, tu sais. Sur Patreon, tu reçois quasiment tout, là, tu sais. Fait que c'est sûr que je vois les avantages de ça. Après ça,
j'ai comme une inquiétude de citoyenne à savoir pourquoi on peut peut-être pas faire la même chose avec l'encadrement médiatique québécois, tu sais. La raison, c'est l'argent, là, tout le temps, mais ça me fait de la peine, tu sais, quand je vois que j'ai des amis qui se partent des podcasts sur audio, mettons, puis que ça fonctionne moins que sur Patreon, alors que je me dis, mon Dieu, l'encadrement puis la pertinence est tellement là. Mais avant, Radio-Canada, c'était sur les mêmes applications de balado, machin. Ouais. Mais tu peux pas mettre ça sur un Patreon, évidemment, là. Mais non, je suis d'accord avec toi. C'est un peu plate. C'est sûr que t'as l'encadrement, mais même l'application audio, je l'aime bien, mais c'est quand même limité. Faut que tu ailles l'application pour ça. C'est un peu ça. La diffusion est moins évidente, je trouve. Peut-être c'est moi, là, je sais pas, mais... Ben, je pense que c'est pas tant toi, tu sais, c'est vrai que sur audio, admettons, si tu pars quelque chose, ben, t'as pas le reach d'avoir mis les vidéos sur YouTube pour faire la promotion. Puis après ça, tu sais, parce que tous mes amis qui ont des podcasts, ils ont la version audio, la version vidéo. Ils ont des forfaits sur Patreon si tu veux la vidéo et l'audio, juste la vidéo. Ouais. Tu sais, il y a tout ça, là. Mais c'est tellement de boulot, en plus, à faire les vidéos quand même. Je dois admettre, c'est cool. Mais tu sais, comme moi, je fais gare en ce moment, c'est juste audio parce que c'est trop de travail. C'est trop de travail. Mais étrangement, moi, non, c'est sûr que la vidéo, les gens aiment ça. Les gens aiment ça, voir les conversations. Moi, pas du tout, en fait. Je regarde jamais un podcast. Puis quand je vois les chiffres, que les gens regardent ça, je ne comprends pas. Ouais. Apparemment, c'est le fun. Mais moi, j'écoute, j'imagine... c'est suffisant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je pense que le seul que je regarde vraiment en vidéo, c'est le podcast des personnages de Jérémy Laliberté. Ouais, mais ça fait, mais même là, ça serait pas nécessaire parce que je sais pas si tu connais le podcast Comedy Bang Bang. Ouais. De Scott Aukerman, c'est exactement la même affaire. C'est le même concept, là, c'est des personnages, puis c'est une improvisation, puis ça part puis tout ça. Puis ils ont Comedy Bang Bang ont toujours refusé de filmer. Les gens viennent habillés, ils viennent pas costumés non plus, ils viennent juste comme ils sont, puis là, ils partent. Ça dure 1 heure, mais c'est vraiment chouette. Mais je pense que son podcast est assez... le concept il fonctionne très bien au point que je serais capable de l'écouter sans regarder. En tout cas. Mais, regarde, ça fait un petit bout qu'on parle, puis on va les parler, on va retourner en arrière un peu sur ce fameux moment que t'as arrêté de boire de l'alcool. Ouais. Ouais, ça, puis ça, je t'ai écrit souvent là-dessus parce que tu faisais des petits updates, tu sais, bon, là, j'arrête. Moi, je sais quand t'avais dit, hey, j'arrête de boire. Wow. C'était un peu flou pourquoi t'arrêtais, mais tu sais, ben là, je me prends en main, j'arrête, nanana. Ouais. Puis plus tard, après 1 an d'anniversaire, t'as commencé à dire, bon, pourquoi? Comment tu te sens? Puis à chaque fois que tu publiais, là, je t'écrivais après, je disais, ça me tente tellement de le faire, faire. Là, j'ai pas encore dû là, nanana. Quand même, on s'imagine quelqu'un qui arrête de boire, c'est parce qu'il y a des problèmes ou que c'est quelqu'un qui a fait des mauvaises décisions de vie, puis que c'était comme... Je sais pas, dans ma tête, ceux que je connais qui ont arrêté de boire, souvent sont plus âgés, évidemment. Ils ont réussi à... C'était pénible à enlever. Moi, je parle d'amis qui sont alcooliques, tu sais, que c'était profond, puis aujourd'hui, ils ont réussi, tant mieux pour eux. Mais toi, t'es jeune. T'avais quel âge quand t'as décidé? C'est pas longtemps. J'ai 29, puis ça fait 3 ans et demi que j'ai arrêté. Fait que j'ai arrêté à 26, 25, 26. C'est pas la décision la plus populaire en ce moment. Non. À cet âge-là, d'arrêter de boire. En effet. Donc, explique. Shoot. Ben, je pense que... Moi, j'ai commencé... Tu sais, je suis pas une fille qui a commencé à boire tôt, là. J'ai commencé à boire au cégep, à l'école de théâtre, en fait, parce que, ben, comme tout le monde, là, des acteurs, là, ça boit, là, tu sais. Puis, dès le début, j'avais quand même une réaction différente face à l'alcool, comparativement aux autres. Je saoule vite. Tu saules vite? Je saoule vraiment vite. Je black out vite. Oh, tu black out? Ouais. OK, moi, j'ai jamais connu ça, je sais pas, c'est... Moi, je me souviens pas, genre. Je peux être encore là, mais moi, je m'en souviendrai pas. Donc, tu continues à parler, le lendemain, les gens vont dire, hey, c'est un peu spécial quand t'as dit telle chose. Je sais pas de quoi tu parles. Fait que c'est vraiment étrange, tu sais, c'est vraiment... Puis je parle pas, là, après des quantités astronomiques d'alcool, là, tu sais, je me souviens, là, parce que moi, je suis une fille de quiz, là, je fais des quiz nights dans les bars, c'est ma grande activité.
Puis je me souviens d'avoir commencé un quiz à 8h un lundi, là. Puis au bout de 2 pintes de IPA en dedans de peut-être comme 2 heures, je me souvenais vaguement du début du quiz, tu sais. OK. C'est comme si j'avais perdu un bout, là. Ouais. Ce qui est vraiment bizarre, là, parce qu'on parle de 2 pintes, là, je veux dire. Mais t'es-tu allé loin dans l'alcool? Tu sais, comme tu disais, tu saoulais vite, tu blackais out vite, puis pour que tu arrives à la décision, justement, d'arrêter, est-ce que c'était rendu parce que c'était problématique? Ben, moi, je considère que oui. Moi, je considère que oui. Il y a peut-être des gens qui regardent mon parcours puis qui font comme, mais voyons, elle aurait pu juste, c'était peut-être juste une phase. Ah, mais oui, mais là, il y a toutes sortes de monde. Non, mais je disais des amis proches qui font, mais voyons, Magali, t'es pas si pire. Oui, ouais, il y en a. Tu vas avoir des commentaires comme ça. Oui, il y en a qui sont comme, t'as arrêté de boire, mais il me semble que c'était pas si pire. Puis je suis comme, il me semble que moi, c'était si pire. En tout cas, c'était trop pire pour moi, là. Tu sais, c'était pas ce que je voulais. Les lendemains, c'était terrible. Puis tout là-dessus, l'orgueil de je veux pas que ça paraisse, fait que là je me fatigue à essayer de comme compenser ailleurs. J'ai pas, tu sais, c'est ça, j'ai fait des affaires, c'est pas des grosses affaires, mais tu sais, il y a des situations dans lesquelles j'ai pas été une bonne amie ou j'ai pas été, puis c'est pas ça que je voulais, tu sais, puis c'est tout le temps l'alcool qui m'amenait là parce qu'à jeun j'y pensais puis j'étais comme j'aurais jamais fait ça, tu sais, j'aurais jamais été jusque là ou j'aurais jamais dit ça ou peu importe. OK. Puis j'ai arrêté au moment où je buvais quand même pas mal. Puis là, il m'est arrivé une série d'événements dans ma vie vraiment rough, là. C'est comme une espèce de entre septembre 2019 puis janvier 2020, là, c'était comme bad luck sur bad luck, là. Ça avait pas de bon sens. Plein d'affaires qui me sont arrivées, là. Bref, puis tu compensais un peu là-dedans. Je compensais. Ouais. Ça m'a mis en colère, ces événements-là. Puis j'ai bu ma colère. Boire de la colère, c'est même une émotion qui est comme ça rough à boire. Ouais. La colère, là, c'est pas la meilleure émotion à boire. Moi, c'est exactement ça que j'ai fait. Ça a été très difficile. Puis ça m'a pas aidé à gérer la situation dans laquelle j'étais du tout. Okay. Puis il y a un soir en particulier, j'étais dans un party, puis là, j'ai envoyé chier quelqu'un que je voulais pas envoyer chier. J'ai dit des affaires à quelqu'un que je voulais pas dire. Tu sais, j'ai vraiment perdu le contrôle. J'ai vraiment pas aimé ça. C'était comme dans un contexte professionnel aussi. Fait que, tu sais, ça me mettait dans une drôle de situation, je trouve. Puis j'accompagnais quelqu'un aussi qui est comme dans le même milieu. Fait que là, c'était comme, tu sais, je l'ai vraiment échappé cette fois-là. Ça m'a vraiment mis mal. Je suis partie au Mexique, comme pendant le temps des fêtes. Puis quand je suis revenue... C'est vraiment avant la pandémie, là. C'est vraiment là, ça, c'est comme décembre 2019, là. Ouais. Quand je suis partie au Mexique pour le temps des fêtes 2019, dans le fond, tout le long, puis tu sais, j'avais quelqu'un qui a pas de problème d'alcool, fait qui consomme, mais de façon raisonnable. Puis moi, mon alcool préféré, c'était la tequila. Tu sais, tant qu'à c'était ça ton truc préféré? J'adorais la tequila. Vraiment. Pas la tequila trash, les bonnes. Les bonnes, la trash. Quand tu t'appelles tequila, là, ça va. Mais c'est horrible. Non, mais il y a des bonnes tequilas. Ça existe, des bonnes, elles sont douces, tout ça, mais l'expérience que souvent, quand la première fois que t'as bu un tequila, c'était probablement pas très... Mais non. Toi, ça a fait... Moi, j'étais genre, c'est la meilleure affaire au monde. Oh my God. Fait que, ouais, j'aimais vraiment beaucoup la tequila. Là, je suis au Mexique puis je suis fâchée. Fait que là, je veux juste boire. Je me couche le soir. Mon chum est comme pas sous du tout. Puis je suis comme fâchée qu'on se couche tôt puis pas sous, tu sais. Puis il est comme, mais c'est parce qu'on se repose. Tu sais, on a eu des mois terribles d'événements. C'est ça, d'événements vraiment trash. Fait que on essayait de se reposer, tu sais. Puis moi, j'étais comme, on n'est pas sous. Là, je me posais des questions. Puis ça, c'est vraiment bizarre, là. Je vais te dire quelque chose que j'ai jamais dit avant, mais je me promenais au Mexique, tu sais, pendant ces 2 semaines-là. Puis partout où j'allais, il y avait des meetings AA. Mais partout. Ah ouais, meeting, genre c'était public, là, c'était pas... c'était comme annoncé par un petit comme badge. Il y avait 2 badge, le fameux badge AA qu'ils mettent dans les portes d'église, tu sais, mais là-bas, les églises, j'étais à Tulum, puis les églises là-bas, c'est pas des clochers, là, tu sais, c'est comme des petits locaux, mais il y en a plein. Fait que là, je me promenais puis je voyais
des signes des alcooliques anonymes partout, puis j'étais comme, voyons, ça me confrontait, là, je tripais pas, là, tu sais, j'étais comme... Puis je l'avais déjà essayé, les alcooliques anonymes, avant ça, fait que là, j'étais comme pas contente que ça revienne vraiment. Ça résonnait fort, là. Ça résonnait vraiment fort, j'étais comme fâchée, mais en même temps, j'avais une fascination. Puis là, j'écoutais des fois, tu sais, je passais lentement pour écouter le meeting qui était en espagnol, là, je parle zéro espagnol, là. J'ai fait du théâtre à la place de l'espagnol, moi, dans la vie, fait que je parle pas pantoute espagnol. Puis quand je suis revenue au Québec, comme le lendemain qu'on est revenu, mon meilleur ami était comme, hey, venez me conter votre voyage, tu sais. Puis on est allé dans un bar à vin. Puis avant d'aller au bar à vin, j'ai bu une bouteille de vin. OK. Fait que je suis arrivée au bar à vin totalement déjà torchée. Puis là, le lendemain de ce soir-là, qui n'est pas arrivé grand-chose, là, ce soir-là, j'étais juste vraiment torchée trop pour le genre de soirée qu'on avait. Là, c'était comme un mardi, je pense. C'était comme, on va juste aller jaser notre voyage. Oui, c'est ça. Tu sais, on est comme le 7 janvier, là, relax, ma chum, là, tu sais. Mais moi, j'étais défoncée, puis le lendemain de ça, il s'est passé quelque chose. J'ai juste fait comme, hey, je peux pas recommencer une année. Je peux pas recommencer une autre année de même. Okay. Je peux pas. C'est fini. J'arrête. Puis j'étais allée dans un meeting, puis j'ai pris un jeton, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais rebu. T'es-tu sérieuse? OK. Ouais. T'as-tu un sponsor? J'ai une sponsor. Ça fait longtemps que je l'ai vu. OK. C'est tough de garder une routine de self-care, je trouve, dans le milieu de l'humour. Ça, c'est peut-être un sujet qu'on peut aborder, mais c'est le soir, c'est dans les bars. Je suis pas, tu sais, tentée par l'alcool, rien. C'est juste que les meetings aussi, c'est le soir. Fait que là, des fois, je skip un meeting pour aller jouer dans un bar. Tu sais, c'est très le contraire, mettons, d'un meeting, aller jouer dans un bar. Je suis d'accord. Ouais. Mais j'ai pas le choix parce que c'est ça ma job maintenant. Tu prends-tu l'application Sober? Il y a une application dans laquelle ça calcule. Oui, je l'ai. Là, on pourrait checker. Je sais même plus jusqu'à combien de jours, là, mais... Ça calcule. Ouais, ça calcule, c'est là. Je fais ça. Tu sais, chaque jour, j'en parle de mon alcoolisme. Je trouve que c'est important. Je pense qu'il y a pas beaucoup de modèles féminins de mon âge non plus, là, tu sais, qui... Non. Puis qui sont pas, mettons, nécessairement dans un discours de rédemption, là, tu sais... Ouais. En tout cas, dans les humoristes américains, il y en a beaucoup de filles. Oui. Il y en a une, j'ai vu cette année, que j'avais bien hâte de voir, qu'elle, c'était dangereux, là. C'était Annie Lenderman. Tu connais-tu Annie Lenderman? Super bonne. OK. Mais elle, c'était drogue, alcool, tout ça, puis elle a tout arrêté, puis mais elle, tu le vois que tu l'entends dans sa voix, qu'elle est allée trop loin. Ah ouais. C'est pas réparé. Mais il y en a plein. En fait, il y en a plus qu'on pense, mais c'est parce que dans le milieu américain, il y a plus de monde aussi, là, évidemment. Il y a plus de monde, mais il y a aussi, je pense, un petit bris de stigma par rapport aux alcooliques anonymes puis par rapport au rétablissement de cette maladie-là, je trouve qu'au Québec, on a moins. On n'est pas rendu encore. On n'est pas rendu encore, puis ça a vraiment rapport, je pense, avec la linguistique qu'on utilise dans les meetings francophones. Ouais. Moi, j'ai commencé à faire des meetings anglophones au début de ma sobriété parce que le lingo, le langage du meeting anglophone est vraiment tout le temps par la positive, puis par le participe présent, puis par l'engagement versus ce qu'on dit dans les meetings francophones. Je trouve que en francophone que tu trouves qui je veux dire pas teinté de jugement, mais qui donne pas un goût d'aller de l'avant. Moi, à un moment donné, puis c'est vraiment personnel parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre exactement ça, mais moi, à un moment donné, je sais que c'est une maladie, l'alcoolisme. Oui. J'ai pas nécessairement envie d'être malade de l'alcoolisme. OK. Comme de me faire rappeler constamment que je suis malade alors que je fais vraiment tous les efforts pour ne pas consommer. Moi, personnellement, à un moment donné, c'est contre-intuitif pour moi. Je préfère me dire que j'ai une allergie parce que pour moi, une allergie, c'est comme... dire exactement ça. Ouais. Moi, j'aurais pas dit t'es allergique à ça. Exactement. Prends-le pas. Exactement. Puis, pour vrai, je pense vraiment que j'étais allergique dans le sens que si je blackais out après une pinte d'IPA, il y a clairement quelque chose dans ce drink-là qui me fait pas. Moi, tu me donnes un chat, ça va pas. Ben, c'est ça. Ça va pas, là. Voilà. Moi, tu me donnes un shot, ça va pas. Oh! Hey, quand même! On est allé là. On est allé là. Mais c'est ça, tu sais. Moi, je me concentre sur le message de l'allergie.
le bout de la maladie, je l'entends, mais c'est pas ce qui va m'aider nécessairement à me sentir mieux. Par contre, dans les meetings anglo, il se présente en temps souvent que grateful alcoholic ou recovering alcoholic. Ouais. Puis le recovering, là, le ing dans recovering, là, est vraiment important pour moi. Je suis comme, OK, on est en train de le faire là. On travaille, là, présentement. On est présentement en train de le faire. On est présentement en train de se sortir de la chenoute, là, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire de plus en plus de meetings anglo à cause de ça, ou des meetings bilingues. C'est drôle, hein? Ouais. Moi, c'était comme, la première fois que j'ai vu un psy, c'était en français, ça marchait pas. Ah ouais, J'étais incapable. J'ai pris une psy en anglais, puis c'était à l'université. Puis le fait, je sais pas pourquoi, t'as raison aussi, puis c'était le vocabulaire, puis c'était aussi, on dirait qu'à cause que je parlais de moi en anglais, c'était comme si j'observais à l'extérieur moi-même en parlant. C'est parce que c'est pas mon entité, c'est pas moi. Mais je parlais, c'est comme si j'observais moi, puis j'avais de même, il fait ça, je sais pas, rien que parce que c'était une autre langue. Peut-être il y a ça aussi avec les alcooliques. Mais là, toi, tu fais tes meetings, t'es fait en anglais encore ici? Oui, j'ai fait en anglais. Il y a quelque chose aussi qui est vraiment, vraiment bizarre, mais je fais des meetings en anglais de femmes. Okay. Puis des fois, je change de quartier juste pour avoir d'autres modèles. OK. Des fois, en anglais ou en français, là, tu sais, des fois, je fais des meetings de femmes, mettons, dans Hochelaga, parce que j'ai besoin de voir la résilience, là, tu sais, j'ai besoin de voir. Il y a comme des femmes, là, dans ces meetings-là, là, qui ont vécu l'horreur, puis sont encore là, puis moi, je suis comme, ma joke n'a pas marché hier au terminal. J'ai besoin d'aller me rencontrer. Ceux qui ont perdu leurs enfants. Ouais, c'est parce ça. qu'ils peuvent pas avoir la garde partagée, parce qu'il y a des exactement, tu sais. J'ai besoin d'aller me mettre dans ces récits-là. Puis des fois, j'ai besoin d'aller me garrocher dans des récits de genre femme super forte avocate qui a 25 ans de sobriété derrière elle puis qui a une entreprise. Puis je suis comme, OK, you go girl. Moi aussi, je veux ça. Ouais, je comprends. Je me promène, je vais vraiment chercher ce que je veux. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être être confrontés par le fait que je brise mon anonymat, là, puis que je parle, que j'en fais des meetings. Mais tu sais. ben, honnêtement, à chaque fois que j'en parle, ça rentre du monde dans les meetings, ça rentre du monde dans les salles. Moi, après ça, je ne le dis pas qui que je vois dans ces meetings. Tu sais, moi, vous pouvez me croiser dans un meeting, vous avertir. Fin de l'histoire. Et fin de l'histoire, tu sais, parce que rendu là, moi, je vais fermer ma boîte là par rapport à ce que je vois dans les meetings. Non, c'est ça. Puis oui, c'est sûr, ça reste là. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on défasse le stigma de c'est quoi un meeting parce que c'est une ressource gratuite. Je pense qu'il y a 600 meetings à Montréal par semaine. Ouais, c'est une grosse ville là, de meetings. Mais c'est encore dans les églises, les affaires. C'est encore dans des sous-sols d'église, dans des salles communautaires, mais je veux dire, comment tu sais où aller? Là. En fait, c'est bizarre à dire, parce que l'autre fois, je cherchais, puis je le trouvais pas. Tu sais, en ligne, il y a un site pour ça? Il y a des applications, oui. Il y a une application qui s'appelle aa.com, je pense, qui est comme la liste des selon meetings. où est-ce que tu habites, exactement. Ils vont dire qu'est-ce que... OK. Puis sinon, sur les sites, là, vraiment, comme aa.ca, je pense, Alcoholic Anonymous, puis ils vont comme te référer au petit site Internet de ta région. Là, je sais qu'à Montréal, c'est comme aa87.org. Là, ça, c'est pour comme Montréal et environ. Quand t'as annoncé ça, justement, à ton chum, lui, il boit? Il boit, mais tu sais, il boit comme... Pas vraiment. Non. Famille, amis, ça a passé, les gens étaient-tu comme mal? C'était quoi les réactions? J'ai vraiment... c'est fou parce que mes meilleurs amis, mettons, mes amis moldus, c'est des filles de restauration, tu sais, fait que c'est quand même des filles qui consomment pas mal. Mais ça. Puis je leur ai dit, puis ils ont fait « OK, c'est beau », puis ils ont juste arrêté de me proposer des shots, puis on a continué ça comme si de rien n'était. Moi, ça m'a... Zéro trigger qui continue. Parce que c'est pas des filles que leur comportement change du tout au tout quand ils boivent non plus, tu sais. Ils boivent beaucoup, mais ils boivent... Ça altère jamais leur humeur. Fait que moi, rendu, j'étais comme, j'ai encore accès à mes chums, là, tu sais, j'ai encore accès à elles quand on est en party. Fait que ça m'a pas dérangé. On dirait que aussi, j'avais vraiment la peur que tout le monde arrête de boire parce que là, j'arrêtais de boire, là. J'ai pensé ça longtemps, là. J'étais comme là, pétez pas votre fun parce que moi, je bois pas, tu sais. Ouais. Mon chum, il était bien content, là. Mon chum, il était bien content que j'arrête, là, tu sais, c'est sûr. Il était vraiment très heureux de ça. Puis il m'a vraiment beaucoup encouragée, puis il m'encourage encore vraiment beaucoup là-dedans. Tu sais, c'est tout le temps lui, il est drôle, là, parce que lui, il est confronté, mettons, que quelqu'un me pose des questions de « Mais pourquoi tu bois pas, tu sais, dans un souper, là, mettons, là, je refuse une coupe de vin, puis là, tu sais, moi, c'est rendu que je fais comme j'avais un problème d'alcool, je bois plus. Puis c'est comme la réponse qui coupe le plus le coup près, justement. OK, j'ai peut-être du
7-Up. Ouais, c'est ça, exactement. Mais mon chum, ça vient le chercher. Il est comme, laissez-la vivre, on va faire assez d'efforts de même. Il est comme OK, vraiment... ça va te chercher. OK, ouais, ça vient le chercher. Puis famille, j'ai fait ça weird avec ma famille. Parce que j'étais comme très gênée, je pense, puis j'avais comme honte un peu de ça. Fait que, pendant la pandémie, il y a un article de l'actualité qui est sorti sur ma sobriété. Oui. Ouais. Tu as donné l'article. Oui. Tu dis, c'est dans l'actualité, c'est une bonne revue. Puis ça, ce que je me suis dit, c'est l'actualité. Fait que, yeah. C'est vrai que je me suis dit ça. Mais l'affaire, c'est que je me suis rendu compte que l'article était sorti parce que mon chum est abonné à l'actualité. OK. Puis il a ouvert le matin les courriels. Puis dans l'infolettre, c'était ma face. Puis c'était genre, voici pourquoi j'ai lâché la bouteille. Puis j'étais genre, ouais, là, si ma mère est abonnée à l'infolettre, il va falloir qu'elle le sache. Fait que j'ai fait, allô, en passant, un petit article sur moi, yeah. Puis j'étais comme, ouais, non, ça c'est rough, tu sais. Mais j'étais pas capable autrement. Là, maintenant, je pense que je suis plus capable de parler de mes affaires, mais là, c'était encore frais. Moi, j'ai bien aimé que cette année, tu as écrit une espèce de texte pour souligner, je pense, la 3e année. Puis tu disais que au début, quand on arrête de boire, ce qui est le fun, c'est que il y a des grands changements qui se font. Tu sais, tu retrouves une forme physique, t'es plus focus. J'ai changé de job, t'as changé de job. Tu sais, renouveau, nouvelle personne, t'es en contrôle de toi, t'es dans ton corps, t'es dans tes émotions, t'es tout là. Mais comme tu disais, par contre, ça vient pas avec son autre défi, puis des fois, il y a de la malchance. C'est pas parce que t'arrêtes de voir qu'il y aura pas de malchance ou des événements tristes qui arrivent autour de toi. Mm-hmm. Puis c'est là que le travail commence. Ouais. Puis cette année, tu disais que t'as eu quelques événements que t'as été obligé de te ressaisir à travers ça. T'sais. Ouais. Ça, je trouve ça pas pire parce que ça, on le dit pas souvent. T'sais. Non, c'est ça. On pense que ça va être comme tout le temps, constamment flagrant. Puis c'est sûr que ça l'est au début. C'est sûr que ça l'est. Au début, c'est fou. Puis cette passe-là, elle peut durer longtemps. Là, ouais. Moi, je pense que j'ai eu 2 ans là, de... C'est fantastique, là, les effets, là, tu sais. Puis je pense que j'étais comme accomplie aussi, là, tu sais. J'étais en pleine école de l'humour, ça allait bien. Je m'étais trouvée, j'étais donc bien dans la gratitude de... Tu sais, il y a tellement d'affaires. Tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai arrêté de boire pendant la pandémie. Puis je recevais la PCU. J'ai tellement géré mes dettes, là. Il y a tellement d'affaires qui sont comme flagrantes, là, tu sais. Après ça... Ben, ça coûte cher, l'alcool. Ça coûte cher, l'alcool. Ça coûte cher, l'alcool. Puis ça coûte cher, l'école de l'humour. Ben ouais, c'est ça. OK, il a fallu que je m'enligne là-dessus pas mal. Mais ouais, tu sais, c'est ça. J'ai tellement géré d'affaires. Après ça, là, t'as comme... Ça s'atténue un peu à un moment donné. Puis là, il arrive des fois des événements où t'es comme, ouais, OK, là, c'est le premier événement que faut que je gère à jeun, tu sais. Ouais. C'est super difficile. C'est vraiment tough. C'est pas tant de retourner boire que de pas savoir quel autre outil t'as. Mais moi, ce que je vois intéressant, c'est que tantôt, t'en parlais, tu sais, moi, je buvais dans la colère. Ouais. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est sûr que s'il y avait une idée associée à ça, tu te sens pas bien, tu vas aller boire. Moi, c'est le contraire. Tu vois, c'est pour ça que mon problème il est différent. Moi, c'est quand je suis heureux, mais je suis tout le temps heureux. Je suis tout le temps de bonne humeur. Ouais. Je suis toujours dans 3 bières plus tard, c'est sûr que t'es la personne la plus incroyable avec qui je suis en train de parler, puis tu dis tes idées, puis chaque idée, je suis comme, mais c'est des bonnes idées, puis écoute, le nombre de gens qui veulent prendre un verre avec moi, rien que parce que, mettons, ils sont un peu down, puis c'est sûr que je remonte là-bas. Tu sais, mettons, moi, j'ai plus l'alcool positif. Ben là, c'est déjà mais tellement... Mais c'est dur, ça. je sais, c'est mais... dur. Ouais. Parce que puis tes buzz que tu racontais, là, ouais. Tes buzz d'arrêter, moi, ma technique, c'est que j'arrête comme 8 mois par année. T'sais. C'est excellent. Ouais. Mais je devrais quand même arrêter tout. Moi, j'essaie de me trouver une date d'adieu, là. Mais pas évident. Non, c'est pas évident. Puis je pense que plus on veut l'adieu, moins ça arrive, on dirait. On dirait un peu. Ouais. En même temps, j'ai pas envie de frapper un mur comme t'as fait, là. Avec ta soirée de au bar. Ah ouais. T'es comme, oh my God. Ouais. Ben, écoute, non, mais j'aime ça. Moi, j'aime ça que tu m'en parles. Puis j'aime ça que t'en parles vraiment comme ouvertement. C'est vraiment cool. Puis ben, je trouve ça important. Puis
à chaque fois que j'en parle, il y a plein de gens qui m'en parlent. Fait que je me dis, je parle pas dans le beurre, là, tu sais. Puis je le fais vraiment pas non plus pour me montrer ou whatever. C'est vraiment... Et le fait que tu sois plus jeune aussi, je trouve que c'est vraiment cool parce que tous les témoignages de quelqu'un de 56 ans qui a arrêté de boire, c'est sûr que c'est aussi pertinent. Mais jeune, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est une maladie. Je vais revenir au terme maladie, ouais. Mais c'est une maladie qui, en général, prend 17 ans avant que quelqu'un fasse quelque chose. Ah, OK, je comprends. En général, les gens ont un problème d'alcool pendant, 17 ans, en moyenne, c'est 17 ans. En moyenne, 17 ans. Okay. Avant de commencer à agir, tu sais. Mais pour revenir à tes défis qu'il fallait que tu gères. Ouais. C'était quoi la technique, alors? Et là. Ça n'a pas été parfait, là. Ça n'a vraiment pas été parfait. Je pense qu'il y a une clé dans assumer que je suis vraiment quelqu'un d'émotif. OK. Puis que je peux être sur la même émotion longtemps. Pas nécessairement Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de penser, de processer ses émotions un petit peu plus longtemps que la moyenne. OK. Après ça, il y a une partie de moi qui est comme, est-ce qu'on est encore dans l'émotion première ou on commence à faire du ressentiment? Repasser la cassette pour se donner raison. Mais toi, quand t'es triste longtemps. Moi, quand je suis triste longtemps. OK. Vraiment. Puis quand j'étais petite, je pleurais vraiment longtemps. Comme je pleure longtemps, je ris longtemps, je suis contente longtemps, je suis fière longtemps. C'est long. Mes émotions restent longtemps. Fait que il a fallu que j'assume ça. Okay. J'ai vraiment pas été confortable là-dedans. J'ai haï ça pour tuer parce que tout le monde autour de moi en revient. Puis là, moi, je suis comme... J'en suis pas revenue encore. Il a fallu que j'assume que j'en étais pas revenue encore. C'est très tough. C'est vraiment difficile. Je me sens pas au même diapason. Je me sens décalée. Mais faut que je l'assume parce que sinon, ça va être quoi la solution? Tu sais, je vais retomber dans mes vieux patterns. C'est ça. Puis tu vas en avoir plein de défis aussi qui s'en viennent. Là, ben oui, là, tu sais, je veux dire, fait 2 minutes, là, je suis humoriste, là. Il va y en avoir plein d'affaires. C'est ça, là. Exactement. Puis là, ben, justement aussi gérer le positif. Sans alcool aussi, c'est tough, là. Explique. Ben, moi, depuis ma sortie d'école, ça va très bien. Tu sais, j'ai eu exactement la sortie d'école que je voulais dans mes plus grands rêves, là. Tu sais, je me suis trouvée une gérante. Ben oui, félicitations pour ça. Merci, c'est très gentil. Tu sais, j'ai du booking, je rencontre du monde, j'aime les humoristes, j'aime ça me tenir avec eux, les gens ont l'air d'apprécier. T'es partout en ce moment en plus? J'adore être partout en ce moment. J'aime ça, rencontrer le monde, j'aime ça, participer au projet des gens. J'aime tellement le milieu de l'humour, j'aime tellement les humoristes. Je suis comme comblée. Plus je rentre dans ce milieu-là, plus j'aime ça, tu sais. J'adore le stand-up, j'adore la scène, j'aime tout. La blague, écrire des blagues pour d'autres, du sketch. Tout ça, j'aime tout ça, je veux rejouer, je suis prête à rejouer, je me sens prête, je me sens compétente, bref. Mais tout ça, de le gérer quand on sort, je pense aussi d'une cohorte d'école d'humour, où on est comme 12. Puis là, c'est pas tout le monde qui a les mêmes affaires. Moi, mon plus grand souhait, c'est que tout le monde ait la même affaire, mais c'est pas la réalité. Impossible. Puis là, il y a comme des dichotomies entre ce qui m'arrive à moi, ce qui arrive aux autres. Je sens des fois des déceptions. Puis c'est pas des déceptions qui sont nécessairement dirigées sur moi. Moi, je les sens comme ça quand même parce que je suis égoïste. Puis c'est ça. Fait que tu sais, de tout gérer ça, puis d'assumer, mettons, qui je suis puis qu'est-ce qui m'arrive à jeun. J'ai vraiment... Catherine Bégin, encore, je reviens à elle, mais ma prof de tragédie et grammaire de l'addiction à l'école de théâtre, à ses funérailles, elle avait... comme pas sur son épitaphe là, mais elle avait comme une espèce de quote là à côté de son cercueil où c'était écrit c'est pas moi qui ai choisi ce métier-là, c'est le métier qui m'a choisi, tu sais. Puis avec l'humour, j'ai vraiment l'impression que le milieu m'a plus choisi que le milieu du théâtre m'avait choisi, mettons, tu sais. Puis je suis dans l'extrême gratitude de ça parce que j'ai l'impression que enfin je vais pouvoir vivre d'un art puis comme je vais pouvoir me développer là-dedans. Mais c'est vraiment spécial de vivre ça à jeun, l'espèce de sentiment de je suis un peu choisie, tu sais, je suis un peu chanceuse. Je suis vraiment chanceuse, oui. C'est un plein de joie là. Le plein de joie, il est tough. Ouais. Tu sais, j'ai dit que je buvais ma colère, mais je buvais mon anxiété, je buvais ma joie, je buvais toutes les émotions, je buvais, point, tu sais, je médicamentais n'importe quoi
qui faisait en sorte que je me sentais un peu débalancée, tu sais. Fait que là, c'est d'essayer de me sentir balancée. Est-ce que c'est parce que ça amplifiait ou le sentiment, mettons la joie, moi je sais que ça amplifie quand je parle. Moi, quand c'était positif, ça le rendait négatif. Quand c'était négatif, ça le rendait positif. Wow. C'était vraiment comme une espèce Ça d'affaire fitait, de... Ouais, c'était vraiment une espèce de... Tu sais, la vie était en montagne russe, puis l'alcool me permettait que tout soit plus égal. Tu sais. OK. Ce qui a fait en sorte aussi que quand j'ai arrêté de boire, j'ai essayé qu'il y ait le moins de fluctuations d'émotions possible. Mais là, dans les derniers mois, ce n'était que montagne russe. Là. Ce n'était que gros high, de gros shows, de tournées d'école de l'humour, tu sais, j'ai juste vécu des montagnes russes là, dans les derniers mois, tu sais. Fait que là, comment je gère ça, tu sais? Honnêtement, j'en ai parlé vraiment beaucoup. OK. J'en ai parlé à du monde. Puis... Ça se place? Ouais, ça se place. Je me suis sacrée à paix aussi. Puis Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais. Puis j'ai écouté aussi. J'ai vraiment beaucoup écouté. Tu sais, je suis vraiment, encore une fois, très chanceuse. Il y a plein d'humoristes qui ont plus de métier que moi, qui sont vraiment là pour entendre comment je me sens dans ma sortie d'école, puis je leur demande énormément de conseils, puis les conseils que je reçois sont vraiment pertinents, tu sais, puis dans ce temps-là, quand je reçois des conseils, ben j'écoute, puis ça m'apaise, là, tu sais. Mais je prends vraiment ce que les plus vieux ont, ou ceux qui ont plus d'expérience ont à me donner, parce que... Y a-tu quelqu'un qui te coach un peu? Il y a vraiment beaucoup de monde autour de moi qui me coach. Mais pas pour quelqu'un avec qui tu passes ton matériel pour être sûr, comme ça marche-tu vraiment? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as un œil extérieur dont cette personne-là, c'est extrêmement important de savoir ce qu'elle pense de ce que tu fais? Un genre de... Ouais, ben c'est sûr que... Un genre de mentor, comme ça. Ouais. C'est sûr qu'il y a du monde dans ma classe, vu qu'on s'est vu évoluer, de qui je garde vraiment le bon conseil. Là, tu sais, il y a Anthony Coursier, il y a Thomas Bédard dans ma classe, que on travaille beaucoup ensemble parce qu'on se connaît, puis on sait quand on devient excellent. On s'est tellement vu poche que quand on se voit devenir bon, on se le dit, tu sais. Puis on se le dit aussi quand ça reste au même niveau, parce qu'on se connaît dans nos pires états. Fait que ça, c'est parfait. Il y a tellement de profs aussi à l'école de l'humour, tu sais, que là, je l'ai pas vraiment recontacté, mettons, depuis l'école, mais tu sais, moi, Sonia Cordeau, ça a été vraiment une prof qui a tout changé mon écriture, là. Ah, elle t'a enseigné? Ouais, elle m'a enseigné, puis c'était incroyable, là. Tu sais, c'était fou comment on a... Ouais, parfaite, Sonia Cordeau. Elle est tellement drôle. Elle a aucun sens. Elle est parfaite, là. C'est un humain d'un autre niveau. Tu sais, j'ai commencé à écrire pour... Je m'étais fait un chandail qui est écrit Sonia Cordeau. Vends-les, je l'achète. J'avais un t-shirt quand je travaillais à Radio-Canada. Elle commençait les appendices, je pense, puis je capotais. Puis moi, j'étais critique d'humour dans ce temps-là. Oui. Puis j'avais fait, cette fille-là, c'est la fille la plus drôle du monde entier. C'est la plus drôle au monde et c'est la plus pertinente. Puis c'est la plus pédagogue. En plus? Ah ouais, mais elle ça, je suis contente d'entendre qu'en plus, elle est douée là-dedans. Elle est tellement pédagogue. Tu sais, c'est ça, j'ai commencé à écrire pour du monde à la radio, puis Alex Perron, qui nous enseignait à l'école aussi, hyper là pour moi, check nos affaires, nous suit vraiment, là, tu sais, il nous appelle nos bébés chats, puis on se sent vraiment comme des bébés chats, là, il nous check. Évidemment, là, présentement, je suis en train de comme montrer mon stock à plein de monde, là. J'ai commencé, tu sais, Colin Boudria, il a commencé à me faire comme sa première partie. Du rodage qu'il fait. Puis on s'est dit qu'on allait écrire ensemble. Tu sais, c'est vraiment... moi, Colin, là, ça fait genre 6 ans, là, mettons, que je check qu'est-ce qu'il fait, puis j'en reviens donc bien pas comment il est bon, là. Fait il est très bon. Ouais. Les gens m'ouvrent vraiment leurs portes. Fait que présentement, je rentre dans les portes, puis je vois tout le monde pas mal. T'amuser. Ouais, je vais juste m'amuser. Puis après ça, ben, ça prend une garde partagée, tu sais, il y a du monde avec qui je jase plus du social, de comment je me sens dans le milieu, de comme c'est-tu normal que je me sente de même à l'approche de tel événement, tu sais, on dirait, tu sais, même si c'est des contacts plus modérés, tu sais, mettons, Marilyn Jonca est comme tout le temps là. T'es tout le temps là. Mettons, je suis stressée pour telle affaire, tel truc. Elle a tellement tout vécu de gros qu'elle est là. Elle m'écoute, elle me parle, elle me donne un conseil, puis on s'est vu une couple de fois en vrai, mais tu sais, tout se passe pas mal par Instagram, puis on jase, puis elle me tient au courant, puis c'est le fun. J'ai ma gérante aussi, là, évidemment, là, Camille. C'est très cool. Ouais. Donc, les choses vont bien. Hey, regarde, avant que tu me fasses ta prescription. Oui. Est-ce que tu l'as préparée? Ben oui, j'en ai OK, parfait. Avant de la faire, je voudrais quand même que tu me plugues toutes tes affaires qui s'en viennent. Je vais sortir ton épisode probablement la semaine prochaine. Donc, tu peux plugger toutes.
All right. Le plus cool pour l'instant, c'est évidemment, vu que nous sommes de la relève, on part une soirée d'humour mensuelle pour l'instant à Chambly, au Délire et Délices, avec Thomas Bédard. Ouais, ça va être le 6 septembre. Le 6 septembre à 20h, on part une soirée, Thomas et moi, on s'alterne l'animation puis la chronique. Fait que on est super contents de ça. On a deux humoristes qui viennent faire 15 minutes, puis on a un headline de 30 minutes. Donc, ça va être des belles soirées d'humour avec comme vraiment, du beau contenu. Les humoristes vont avoir le temps de vraiment comme s'imprégner, tu sais, le public va pouvoir s'imprégner de l'univers des humoristes avec ça. Donc, ça va être une mensuelle. Ça, c'est annoncé dans ma bio Instagram. Puis aussi, aux 2 semaines, je fais la chronique à l'Île Noire, la soirée qu'il y a à l'Île Noire le samedi soir. Okay. Je suis jamais allé les voir ces soirées-là à l'Île Noire. C'est le fun? C'est vraiment des belles soirées. C'est vraiment le fun. C'est des soirées de rodage. Puis je fais la chronique, dans le fond, une fois ou 2 semaines. L'autre chroniqueuse avec moi, c'est Marie-Christine Chartier. Puis on s'alterne comme ça. Puis à l'animation, c'est Vincent Descouteaux qui est là. Donc ça va vraiment être des belles soirées. À l'Île Noire, c'est tout le temps le fun. Donc voilà, c'est aussi le lien dans ma bio Instagram. Sinon, podcast, je me promène. Tu sais, tu as plein d'épisodes, tu as fait 2 princes dernièrement. Ouais, 2 princes. Je vais avoir d'autres épisodes. C'était cool, ça. Pour vrai, 2 princes, c'était tellement le fun. Mais c'était aussi la rencontre entre Philippe Audrey puis moi, là. On a tellement d'affaires similaires que j'avais vraiment hâte de le rencontrer. C'était la première fois que vous oui. Oui, il savait pas tout j'étais qui quand on a ouvert le micro. C'est Thomas qui est allé le chercher? C'est Thomas puis Stéphanie, dans le fond, ils sont comme un peu dans mon univers avec la gérance que j'ai. Ah, ok, je comprends. Okay. Mais c'est ça, Thomas puis Steph, c'est comme des nouveaux amis que j'aime vraiment beaucoup aussi. Là, ils sont tellement fins. Oh mon Dieu, ils sont parfaits. Fait que non, ça c'était super cool. L'épisode de 2 princes, il va sortir comme. Ça sort, puis il était sur Patreon, je pense. Exactement. Ça. Puis là, il va sortir pour tout le monde. Puis j'ai aussi le podcast des personnages qui sort cette semaine. Ah oui? Oui. J'ai fait le podcast des personnages. Avec J'ai la liberté. No way. Ouais. T'as-tu droit de me dire c'est quoi ton personnage? Vous verrez, ça sort en même temps que ce podcast-là. Mais c'est vraiment j'ai hâte de voir. Ouais, en date de là, je l'ai pas vu. J'ai vraiment fait un gros personnage, fait que j'ai hâte de voir si le monde va être comme, es-tu dingue, ou... OK. Ouais. OK, c'est cool. J'ai hâte de voir ça. Je suis pas allée dans la dentelle. OK. Mais tu fais-tu encore des petites soirées? Des fois, tu vas au bordel. Ça se peut qu'on te voit par hasard au bordel. Oui, c'est ça. Tu sais, bordel terminal. En général, je mets tout dans ma bio Instagram. Au fur et à mesure quand ça sort. Oui, exactement. Mon booking, dans le fond, il est sur mon Instagram. Puis, au fond, abonnez-vous. Oui, c'est ça. Allez me suivre sur Instagram, c'est le mieux. Puis TikTok aussi. Là, c'est les 2 plateformes sur lesquelles c'est le plus facile de me suivre. Excellent. Alors là, on va aller à la prescription. Magali, je t'écoute. Là, je peux dire ce que je veux. Tout. OK. Là, cet été, j'ai eu un gros kick musical. OK. Moi, je suis très fan de Bon Enfant. Le band, ça a changé mon dedans, je pense. Mm-hmm. Comme il y a quelque chose de vibration dans Bon Enfant qui est vraiment venu me chercher. Il y a un son particulier, en effet. Oui, il y a un son particulier. Puis on dirait que de Bon Enfant a comme découlé, puis c'est pas le même monde nécessairement, mais je sais pas pourquoi ça me rappelle ça, le band de La Sécurité. J'ai jamais entendu. C'est relativement neuf. Ça s'appelle comment? La Sécurité. Ça s'appelle La Sécurité. Oui, ça s'appelle de même et c'est super bon. C'est vraiment... Là, tu sais, on vient de finir l'été, mais je l'ai écouté tout l'été, leur album. C'est excellent. L'album s'appelle Stay Safe. OK. Puis, c'est vraiment quand même très drôle. Excellent. C'est des chanteuses qui chantent. Ça vient de Montréal? Oui. C'est excellent. Je sais qu'il était au festif cet été. OK. Bon, voilà. Mais La Sécurité, moi, j'ai vraiment adoré cet été. C'est pas mal ce qui m'a accompagné dans mon iPod. Ah, wow. Comme on était en 2008. T'as un iPod? Ben non. Pourquoi pas? Ben j'aimerais ça, mais moi, j'ai jamais eu ça.
Moi, vrai? non, moi, j'ai CD portatif puis iPhone. Oh mon Dieu. Moi, J'ai pas connu l'entre-deux. Je suis pas allé là. Oh mon Dieu, Ça... moi, j'ai eu un iPod Nano puis ma vie a changé, là. Ah ouais, mais attends, mais moi, c'était mieux que ça. Moi, j'avais mon CD portatif, des batteries, puis 5-6 CD pour changer. C'est léger. Ah, je peux pas croire que j'ai vécu de même. Mais là, en ce moment, en plus, toi, tu mets-tu des... comment ils appellent ça, les écouteurs? AirPods? Ouais, des AirPods, Ouais. tout ça. Non, moi, je suis pas encore rendu là, tu vois. Bon, j'ai mon film, les gens me regardent et un peu, là. Ah Comment, ouais, hein? ouais, je suis pas rendu là, on dirait, mais en tout cas, les ondes, tout ça, je sais pas, c'est correct? Probablement pas. Non, probablement je vais mourir avant toi. c'est sûr que oui. Mais ouais, la sécurité, c'est ma première prescription. Ma deuxième prescription, c'est les romans graphiques de Liv Stromquist. C'est justement Sonia Cordeau qui m'a passé un des romans graphiques quand on écrivait du stand-up ensemble à l'école de l'humour. Liv, L-I-V. Ouais. Liv Stromquist, c'est S-T-R-O-M-Q-I-S-T. Je connais pas ça. Hey, j'aime ça. Deux affaires que je connais pas. Excellent. C'est magnifique. Suédois. Ouais, suédoise. OK. Les illustrations sont magnifiques. Ils sont très bien traduits aussi. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Toute l'origine du monde, la rose la plus rouge, les sentiments, il y a quand même quelques La rose bouquins. la plus rouge, c'est le plus connu. Je l'ai pas lu, celui-là. Et récemment, elle a fait un truc qui s'appelle Taureau, je pense. Ouais, il y en a un sur l'astrologie qui vient juste de sortir. Oui, c'est ça, excuse-moi, l'astrologie. Non, c'est ça, elle me fait plein. Je ne la connais pas. C'est vraiment excellent. Il y a des angles... C'est plus tragique, c'est plus drôle. C'est de la théorie. C'est vraiment comme de la philo, en fait, moderne. Philo moderne, OK. Sur l'astrologie, mettons, elle passe tous les signes astrologiques avec des super belles illustrations, mais il y a comme un angle historique, en fait, à chaque signe astrologique. Elle dit, mettons, évidemment que telle personne est lion parce que telle personne dans l'Antiquité a fait tel truc. Fait qu'elle relie, on dirait, des personnages historiques à des signes astrologiques. Puis l'autre livre que j'ai lu d'elle, c'est vraiment des opinions féministes que j'ai rarement vues. Telles que, l'affaire qui m'a le plus brassée, je pense, dans le roman, c'est quand elle parle que la beauté pour les femmes, c'est un pouvoir. Puis qu'il y a des femmes qui utilisent la chirurgie esthétique pour justement... T'sais, parce qu'on est très contre, mettons, en général, la chirurgie esthétique, il y a beaucoup de gens qui critiquent que les femmes utilisent ça, tu sais. Puis elle apporte l'angle de, si ça existe puis ça me donne du pouvoir, je vais utiliser ce pouvoir-là puis je vais y aller, tu sais. Puis c'est plus rare d'entendre cette opinion-là, on dirait. Je l'entends tout le temps. Ah ouais, mon Dieu. Je sais pas si c'est une affaire de comme... mais c'est peut-être une affaire d'âge, juste parce que moi, je suis dans l'âge où il y a plein de filles qui capotent puis qui veulent se refaire faire des parties du corps. Puis pour eux, c'est du une reprise de pouvoir, hein? Ah, écoute, moi, la première fois que j'ai réalisé ça, à mon école secondaire, on fait les conventum aux 5 ans intenses. Eh my God! Mais c'est encore mieux. C'est mieux parce que aux 5 ans, tu vois l'attraction de tout le monde. Écoute, déjà après 5 ans, il y avait les premiers divorces. Il y avait des, j'ai une Joliette quand même, il y a plus de campagne. Les gens, quand moi j'allais à mon conventum, la plupart des gens habitent encore à Joliette. Moi, j'habite à Montréal. Okay. Mais t'avais tout ça. Puis il y avait une fille qui est arrivée, puis c'était la fille qui avait, je pense, le moins confiance en elle. Quand on était au secondaire, discrète, super jolie, elle avait un beau visage, mais super gênée, et toute petite, puis là, écoute, t'avais au conventum, c'était elle avait les seins les plus gros que j'avais jamais vus de ma vie. Reprise de pouvoir. Toute refaite. Puis j'étais là, hey, j'ai dit, ça va bien? Elle a dit, mais ça, ouais. Puis toi, elle dit, tu dois te demander. Mon Dieu, elle l'a calé. Elle a calé. Ouais. Elle a dit, tu dois te demander qu'est-ce qui s'est passé. Je fais, c'est-à-dire, elle fait, est-ce que, je fais, oui, en effet. J'ai dit, j'ai remarqué, c'est quand même présent. Puis elle était comme, oui. Puis j'ai dit, t'es contente? Elle dit, mais ça. Moi, depuis que j'ai ça, j'ai tous les jobs, les gens me parlent, me respectent, les gars me courtisent, puis j'ai contrôle de tout ça. Avant, je l'avais pas. J'étais comme, OK, c'est réglé. Ouais. D'accord. Mais j'étais comme, OK, mais là, c'était jeune. Écoute, moi, j'avais 17 ans, 50 ans, 22. Ouais. 22 ans, j'étais, OK, déjà rendu là, tu sais, puis... C'est ça. Je sais pas quoi penser de ça. Liv Stromquist, là, est vraiment bonne pour comme nous donner plein d'angles et tout. Puis c'est super. C'est confrontant, comme livre parce que c'est
t'as tous les angles, tu sais, t'as tous les points de vue dans le livre. Fait Ouais. que c'est sûr qu'il y en a un qui va venir plus t'écorcher qu'un autre, là. Ouais. Celui qui est comme à l'envers du spectre de ton acceptation va venir te confronter plus, mais le livre est vraiment bien fait, là. Ouais. Puis les illustrations sont magnifiques. Donc, c'est vraiment beau. Fait que les livres de Liv Stromquist, définitivement. Tu voulais te confronter aux opérations qu'on se fait à notre corps pour être plus beau, si c'est une prise de pouvoir ou pas, Ouais, selon ou pas, votre définition. Toi, tu penses pas que c'est ça? Moi, je pense que c'est une reprise de pouvoir. Je pense que je suis vraiment définitivement plus de ce côté-là. Par contre... Après le faire, c'est une autre chose aussi. Après le faire, c'est une autre chose, évidemment. Puis, tu sais, il y a toujours une espèce de... Ben, si on va tout du côté de rentrer dans ce système-là, est-ce qu'on va être capable de briser le système à un moment donné, tu sais? Ben, on n'est pas en train de briser. Moi, je pense pas. Ben, moi non plus. Parce que, tu sais, malheureusement. tout le monde embarque là-dedans. Tout le monde embarque là-dedans. Puis après, ça fait quoi? Ben, le culte de la jeunesse, le culte de la beauté. Exact. Exactement. Nous, les gars, tu vois, nous autres, c'est une autre affaire, c'est, là, en ce moment, là, c'est la greffe des cheveux, là. Tous les gars de mon âge perdent des cheveux, y compris moi. Et tout le monde, on se parle de ça, comme j'ai d'un chum, il est comme, moi, j'y vais. C'est parti. Je m'offre ça. Je suis comme, OK. D'accord. Let's go. Mais c'était pas un peu quand même. Ben ouais. C'est parce que ce qui est bizarre, autant les cheveux, je trouve que les faux seins, c'est que il y avait un passé que tu te ressemblais, puis là, t'assumes une affaire, tu le proposes. Moi, je pense que je serais gêné, en fait. De la transformation. Que les gens un peu, voient. ouais, parce que on dirait que c'est moi, là, mais tu sais, je serais comme, je dévoile à tout le monde que j'avais vraiment pas confiance en moi, et que là, apparemment, là, j'ai plus confiance maintenant. Voilà. Je sais pas. J'ai une drôle de relation avec ça. Ouais, c'est bizarre. Je suis pas... Anyway, on a pris un gros détour. C'est pas la première fois qu'on se voit, on parle. Oui. Donc oui, il y avait une autre suggestion. Oui, l'autre suggestion, c'est un restaurant, je peux te le dire. Mais ça. OK, parfait. J'étais allée manger au Paloma, qui est de Liège, si je ne m'abuse, et Saint-Laurent, sur Saint-Laurent. T'es qui? Toi, il y a que des choses que je connais pas. Ben là, c'est parfait. Mais ça. C'est quel style de cuisine? C'est énormément d'abat. C'est de la cuisine niçoise. My God, OK. Ouais, c'est super bon. C'est minuscule comme restaurant. C'est tout petit. La salle est magnifique. Mais si vous pouvez aller manger à l'extérieur, dans la cour arrière du restaurant, il doit avoir comme 5 tables. Mais c'est tout petit. C'est une petite cour là, montréalaise là, avec plein de verdure. Il y a comme la mélisse qui pousse à côté de tout. Le service est incroyable et c'est énormément, c'est ça. Moi, je suis très... quand je vais en France, j'adore aller à Lyon. Parce que la cuisine des bouchons lyonnais, c'est énormément d'abat et d'amour. C'est tellement bon là-bas, ça n'a pas de sens. Puis c'est vraiment de la cuisine simple quand même, tu sais. C'est de la cuisine de base française, on dirait que ça part de là. Puis eux autres, ils ont comme ramené ça à Montréal, avec une petite touche du sud quand même. Le chef, ils sont comme deux, à ce que j'ai compris, là. Ils sont deux, c'est le père et le fils. Mais semble. Puis c'est une toute petite cuisine, minuscule. Pour vrai, c'est tout petit, là. Mais ils sont capables de faire des miracles là-bas. Ils ont de la cervelle, ils ont des tripes, ils ont tellement d'affaires que... Mais c'est excellent. C'est vraiment excellent. Puis là, moi, j'ai mangé avec une amie. On a mangé quand même un genre de comme 6-7 plats ensemble. Elle a bu de l'alcool. Je sais pas combien ça y a coûté, mais moi, sans alcool, avec le type, ça m'est revenu en bas de 100 $. OK. C'est une belle sortie, mais... oui, mais c'était quand même abordable et bon. Ouais, exact. Fait que c'était vraiment le fun, ça. Les petites tablées comme ça, c'est le fun. Pas trop de monde, pas trop bruyant. Exactement. Ouais. Non, ça, j'ai vraiment aimé ça. Cool. Ouais. C'est tout? Ou t'as d'autres choses? J'ai tellement d'affaires à dire. Tu peux dire tout ce que tu veux. C'est l'heure. Un film, un livre, n'importe quoi. Même un stand-up de quelqu'un d'autre. Ah, moi, je peux peut-être, j'en ai un à dire. Les billets partent vite. Abonnez-vous à la page de Adib à Quelle idée. Oui. En ce moment, il est en rodage. Puis j'ai eu la chance d'aller voir son show. God, c'est bon. Ouais. T'es-tu allé? Je suis pas allé voir son nouveau. Tu vas capoter. J'ai vu Québécois Tabarnak, par exemple. Oui, mais le nouveau... Et puis que je peux pas dire le titre, mais en tout cas, il est en train de travailler dessus. Mais c'est vraiment fort. Puis t'es déroutant à quel point il y a du matériel, mettons. Parce qu'il pourrait faire le show, il pourrait durer 2 heures. Mais tu sais, à un moment donné, c'est quoi son nom? Bordel, j'ai oublié le nom. Il a montré la lumière, il a dit, il faut que t'arrêtes. Le temps est passé. Il a un autre show dans une demi-heure. Puis non, il a dit, bref, il rappelle tout de suite avec son dernier son closer, son dernier numéro, super hilarant.
Mais il était capable de continuer encore longtemps sur plein d'autres pistes. Il doit faire des shows, il doit couper. Tu connais-tu des humoristes qui doivent couper? Comme, il doit couper, j'ai trop de matériel. Ah mon Dieu, mais c'est ça c'est Adib, là. Il est incroyable. Il est incroyable, ce gars-là. Nous autres, il est venu nous jaser à l'école de l'humour. Ah ouais. Je pense que c'est comme dans les talks qu'on a eu les plus pertinents ever, dont je vais donner le conseil qu'il a donné, qui est si vous avez peur, allez-y. Ben oui. Où vous avez peur, c'est où se trouve la bête. Moi, je dis toujours, dans le doute, accélère. Exact. C'est super bon. C'est exactement ça. Ah non, il est d'une pertinence, Adib, là. Il est incroyable, vraiment. Ben, Adib, mais sinon, j'ai comme envie de garocher plein de noms d'humoristes que j'aime. Eh ben, Colin Boudria, Thomas Bédard, Anthony Courcy, François Bouliane, Marilyn Gendron, Jessica Chartrand, Sinem Cara, Doua Cachache, Sam Cyr. Il y a tellement d'humoristes, mon Dieu. C'est tellement, en tout cas, il y a tellement de belles relèves. Il y a Raphaël Bolduc que j'adore. Oui. C'est vraiment un beau milieu. Puis, on joue, tu sais, là, tout reprend en plus, là. Toutes les soirées repartent, tu sais. Donc, allez voir les salles, le bordel, le terminal. C'est toujours le fun. C'est le fun. Puis c'est des beaux lieux. C'est honnêtement des soirées qui coûtent pas très cher, là. Un billet pour le bordel, tu vas voir, tu sais pas que ça va être qui va se présenter, mais en même temps, ça va être super le fun. Ouais. Ben, tiens, une recommandation, en fait, par rapport au bordel, justement. Et Terminal aussi, en passant. Et Terminal. Ouais, moi, je suis vendue Terminal. Terminal J'ai un faible pour le Terminal, je dois l'avouer, là. Je pense que c'est comme le staff puis l'ambiance là-bas que j'adore. C'est le fun. Le bordel, c'est malade aussi, là. C'est super cool. Mais, au bordel, faites changement. Puis, à la place d'aller voir la soirée régulière, regardez les soirées découvertes. OK. Il y a comme des soirées qui sont exclusivement pour l'espèce de relève là qui est en train de comme monter. Puis là-dedans il y a du bon matériel. Il y a vraiment du bon matériel. Cool. Bon ben, on ira voir ça. Écoute, c'était un plaisir. C'était tellement le fun. C'était le fun, c'était Merci. relax. Il y avait tu sais souvent les humoristes quand ils viennent ici sont toujours un peu faire des jokes, non, pas obligé. Ouais, non, ça m'a fait du bien, justement, on n'est pas obligé d'aller là, c'est pas nécessaire. Je sais qu'Arnaud Soli, quand il était venu, il dit, là, il y a aucune joke, je suis pas obligé. Il dit, ben, regarde-moi bien, sérieux. Ouais. Là, il était sérieux. Ouais. Tout là, c'est parfait. C'est une facette, tu sais, vous êtes tellement tout le temps en performance comme on est. C'est le fun de savoir qu'est-ce qui se cache en arrière. Ouais, ben, merci de m'avoir permis de montrer ça. Très plaisir, et tout le monde, abonnez-vous à la page de Magali Saint-Vincent pour savoir les dates sur Instagram qui est préférable. Et à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.